tous, bonjour à toutes. Alors, on va commencer par une rapide présentation de qui nous sommes, ce que nous faisons dans nos deux sociétés, et ensuite on plongera dans le monde merveilleux qu'est la blockchain et notre petite intervention sur le flash loan. Donc je commence par me présenter, Thomas Ménard. Je suis le directeur général et cofondateur de la société Red Square, une entreprise spécialisée dans la gestion du risque des cas d'application Web3. Et nous avons un partenariat stratégique avec Avisa Partner pour nous permettre d'offrir un continuum de services en lien avec ces enjeux de risque et de gestion du risque. Je laisse Esteban se présenter pour la suite, du coup, qui est mon associé et partenaire CTO. Bonjour à tous, du coup Esteban Lopez, donc CTO de Red Square. Donc plutôt un côté technique de mon côté, notamment sur la cybersécurité et sur la recherche en général autour de les nouvelles technologies. Et du coup, je fais la passe à Merlin. Bonjour à tous, Merlin Égalité, je suis cofondateur de Morpho Labs, qui est derrière le protocole de finance décentralisée Morpho, qui est un protocole de prêt-emprunt en crypto-actifs, qui a environ un demi-milliard de dollars en liquidité déposée, qui en fait donc le troisième plus gros protocole de lending au monde. Voilà pour notre rapide présentation. On va partir dans le vif du sujet. Donc, rapidement, une petite introduction pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les notions de blockchain. Blockchain en 4 bullet points. On va essayer de faire au plus simple possible. Donc, une technologie de stockage et de partage d'informations qui est décentralisée, c'est-à-dire qui n'est pas sur un seul serveur, mais qui est partagé auprès de plusieurs acteurs dans un réseau, qui a pour capacité ou pour caractéristique principale le fait d'être immuable, c'est-à-dire qu'il est quasi impossible, si ce n'est impossible, de changer une donnée qui a été mise dans la blockchain, puisque partagée au sein des membres du réseau. Pour l'imager, il faut imaginer qu'on a tous un livre ici, chacun un exemplaire, et dès que quelqu'un écrit un mot dedans, ça l'écrit aussi dans le livre de chacun. Donc si j'ai écrit que j'avais un pull noir et que dans une semaine je reviens en disant que j'avais un pull rouge, vous pourrez tous me dire que je mens parce que j'avais un pull noir. Et donc la majorité ayant noté que j'avais un pull noir, on considérera que l'information qui était la bonne était celle qui a été écrite dans la majorité des livres. Si vous avez compris ça, vous avez compris le principe d'une blockchain, un registre que tout le monde partage et dans lequel on stocke des informations. Alors, maintenant qu'on a compris la blockchain, il y a plusieurs cas d'usage dans la blockchain, notamment la DeFi, finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est l'idée de vouloir répliquer des applications financières en dehors du système bancaire traditionnel et centralisé pour permettre à des gens soit non bancarisés, soit à de nouveaux types d'applications de venir utiliser des protocoles et d'interagir avec des systèmes financiers sans avoir, j'ai envie de dire, les contraintes ou besoins actuels dans le système financier traditionnel. Alors tout ça, ça fonctionne avec des smart contracts. Smart contracts, brièvement, il faut imaginer ça comme des lignes de code qui interagissent en fonction, on va dire, de conditions. Donc on dit si la condition 1 et condition 2 sont réunies, dans ce cas-là, on active la condition 3, etc., etc. Et ça permet d'avoir des automatisations sans tiers de confiance pour exécuter des ordres. Maintenant qu'on a compris la blockchain et la DeFi, on descend dans un cadre très spécifique. Et donc c'est l'enjeu de notre attaque aujourd'hui. On va parler des flash loans. Il est possible dans la finance décentralisée d'emprunter des fonds, soit en collatéralisant une position pour garder une exposition à un asset en récupérant un autre, en disant par exemple, je ne sais pas, je veux garder une exposition à mon Bitcoin parce que je pense que dans le temps il va augmenter, mais j'aimerais bien récupérer ma liquidité parce que là maintenant tout de suite j'ai besoin de m'acheter une voiture. Je vais m'engager à aller rendre l'équivalent de ce que j'ai récupéré en dollars pour récupérer mon Bitcoin en fonction de s'il a pris ou perdu de la valeur, et donc je dois garder un collatéral qui est positif par rapport à la valeur que je suis censé récupérer in fine. Les flash loans, une arme à double tranchant. Pourquoi ? Parce que quand on est capable d'emprunter des sommes très fortes en une seule transaction, parce que c'est la caractéristique principale des flash loans, c'est-à-dire que au moment où vous l'envoyez, à la fin de la transaction, vous devez déjà avoir remboursé ce que vous avez emprunté. Ce qui permet du coup d'avoir, et donc là je vous ai listé tous les petits avantages, on va pas aller dans le détail, comme ça on aura le temps d'aller plus tard si vous avez des questions bien spécifiques par à ça. Grosso modo, ça permet de faire du refinancement de position ou alors d'aller exploiter du coup des stratégies un peu plus complexes dans la finance décentralisée que du simple échange de crypto-monnaies sans tiers de confiance.
les inconvénients, le problème, c'est que ça peut permettre des manipulations. Et donc, je vais passer le micro à mes collègues qui vont vous expliquer une manipulation, celle du protocole Beanstalk, qui a été un des 5 plus gros hacks de l'univers de la DeFi, qui était un protocole de stablecoin. Brièvement, les stablecoins, c'est comme des dollars, des euros, mais en version numérique pour garder une exposition collatéralisée 1 pour 1. Vous avez un stablecoin, vous pouvez récupérer $1 ou €. Sur ce, messieurs, mesdames, je passe la parole à Esteban pour la suite. Donc je vais vous faire un résumé brièvement pour bien comprendre la suite. Donc en fait, Beanstalk, ils se sont fait pirater 181 millions de dollars. Donc c'est passé notamment par la technologie, enfin l'innovation flash loan, c'est-à-dire qu'ils ont emprunté une quantité énorme d'argent. Donc là, dans ce cas-là, ça a été 1 milliard de dollars. Ils ont ensuite exécuté une transaction qui permet de proposer quelque chose de malveillant sur un système donc, qui est le leur. Et ensuite, ils ont pu récupérer les fonds qui étaient sur le protocole Beanstalk, ce qui a permis de récupérer les fonds tout simplement. Alors, hop, je vais me mettre ici. Donc, en fait, sur Beanstalk, ce que les utilisateurs peuvent soumettre des propositions à la gouvernance, c'est-à-dire des actions que la gouvernance va pouvoir entreprendre avec, par exemple, les fonds du protocole de la DAO, si vous avez déjà entendu ce terme pour Decentralized Autonomous Organization, qui est le nom qu'on donne aux organisations dans le monde du Web3 et de la DeFi, dans le monde décentralisé. Donc là, en fait, pour proposer ou soumettre une proposition à la gouvernance, en fait, il faut avoir un minimum de BIN tokens, donc qui sont les jetons propres au protocole Beanstalk. Donc là, notre hacker, en fait, avait heureusement ou malheureusement assez de fonds pour acheter le nombre requis de BIN pour pouvoir donc proposer, soumettre une proposition à la gouvernance. Donc ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que ici, on va voir le check greater than. Donc là, le hacker va passer au-delà du check du nombre de BIN requis. Et pour passer ce check là, il va en fait trader, échanger sans ETH pour des BIN tokens en utilisant un autre protocole dans la DeFi. Donc ensuite, on a la partie proposal. Donc c'est-à-dire que l'attaquant va soumettre à la DAO une proposition malveillante. Donc dans ce cas-là, c'est une proposition qui lui permet de récupérer l'ensemble des fonds dans le protocole. Et donc là, on voit, donc c'est la proposition propose. Ensuite, la personne va envoyer au smart contract cette transaction et elle va être déposée en attente de vote pour l'ensemble de la communauté. Donc là, tout va bien, mais en fait, il y a une particularité que Esteban va élaborer dans la slide suivante, c'est que en fait, on peut bypasser ce vote si on a un très très grand nombre de BIN tokens. Et en fait, là, le hacker va tirer profit d'un flash loan qu'il va faire sur un autre protocole comme AV ici. Donc on a un appel à la fonction flash loan sur le protocole AV, et donc avec les fonds qui vont être flash loanés, on va dire, il va pouvoir récupérer une énorme quantité de l'ordre de 1 milliard de tokens qu'il va pouvoir convertir en BIN tokens, et avec ces BIN tokens, en fait, il va les déposer et il va être en fait en mesure d'acquérir le pouvoir de vote nécessaire pour activer le proposal sans passer par l'étape de vote. Donc il va pouvoir exécuter le payload atomiquement. Donc on va voir un peu en revue en fait les propositions de vote. Donc dans la normale, une proposition est soumise à la DAO. Et ensuite, on a un système de vote où l'ensemble des utilisateurs de l'application vont voter pour ou contre cette proposition. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une fonction d'urgence
d'activation de vote d'urgence. C'est-à-dire qu'une personne qui va détenir plus de 2/3 de l'ensemble des propositions pourra bypasser ce vote et donc exécuter cette proposition sans l'ensemble des votes, ou du moins la majorité. Et d'où l'intérêt de faire un flash loan dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on emprunte pour avoir plus que la majorité des votes et donc exécuter cette transaction sans l'ensemble de la communauté. Donc, après avoir bypassé le vote, en fait, il a pu exécuter la proposition sur le protocole Beanstalk et donc récupérer tous les fonds qui étaient sur le protocole, donc ce qui était mentionné dans la proposition, pour environ 200 millions. Et une partie, du coup, est utilisée pour rembourser le flash loan qu'il a pu faire auparavant. Donc remboursement du flash loan et ensuite récupération des fonds. Donc le fait est accompli. 200 millions dans la poche du hacker. Je crois que c'est... 200 millions dans la poche du hacker. On a fait le tour du coup de cette attaque. On va passer maintenant aux questions-réponses. On se doute que c'est un sujet qui est assez complexe, assez technique, surtout sur des nouvelles technologies comme la blockchain. Donc on est ravi de répondre à des questions, qu'elles soient de l'ordre technique, de l'ordre de la gouvernance, etc., etc. Et puis s'il y a des questions, je préfère le dire tout de suite parce que nous ne sommes pas ni juristes ni avocats sur le spectre légal, je vais rediriger ça vers le troisième cofondateur et CEO de Red Square qui est juste devant. Voilà. Donc s'il y a des questions sur le côté légal et juridique, je vous redirige vers Sébastien Martin. Et pour les questions techniques, on est ravi d'y répondre. Eh bien, écoutez, j'invite Monsieur Martin à monter sur scène. Comme ça permettra de pouvoir faciliter les échanges. Je vais vous emprunter un des deux micros afin de pouvoir le faire passer dans le public et prendre vos questions. Oui. Bonjour, merci pour cette conférence. 2 questions rapides. Déjà, les flash loans, donc ça permet d'emprunter, je connaissais pas, ça permet d'emprunter beaucoup d'argent très rapidement. Comment on fait pour vérifier que c'est remboursé rapidement? En fait, c'est assez simple au sein d'un bloc, en fait, d'une transaction. En fait, vous allez appeler une fonction sur le protocole. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de AAV. Donc, vous allez dire, moi, j'ai besoin de 1 milliard de tokens. Donc là, vous faites un call à AAV. Et en fait, AAV, il va faire un callback à votre contrat. Il attend une fonction spécifique dans votre contrat. Si cette fonction spécifique, elle n'est pas là, alors, en fait, déjà, l'exécution est annulée. Il s'est rien passé. Et si cette fonction est présente, en fait, on va dérouler du coup les opérations. Donc, par exemple, la fonction s'appelle execute operation, par exemple. Vous allez faire action 1, action 2, action 3, et à la fin, vous allez transférer les fonds chez AV. Et en fait, AV, lui, il va vérifier que la balance à la fin de l'exécution est la même que celle du début, plus moyennant les frais qu'ils prennent eux en plus. Et si cette balance n'est pas bonne, en fait, ils vont arrêter l'exécution et la transaction va à ce qu'on appelle revert, où en fait c'est comme si elle n'avait jamais existé sur la blockchain. Donc vous allez soumettre votre transaction et elle ne sera jamais inscrite sur la blockchain. Donc en fait, la validation se fait dans leur code même. Et vous ne pouvez pas tricher par rapport à ça. D'accord. Donc pour résumer, les flash loans, ça permet d'emprunter de l'argent en calculant que l'opération, elle sera rentable. Et comme c'est rentable de racheter une plateforme pour pouvoir pump tout l'argent dessus, c'est ça, exactement. Bah, du coup, ça marche. Pour emprunter 200 millions pour récupérer 1 milliard. Donc, en fait, avec les flash loans, vous pouvez faire des hacks, mais aussi vous pouvez aussi liquider des positions sur un protocole de prêt en emprunt où les positions peuvent être amenées à être liquidables. Et en fait, avec zéro capital, vous êtes capable de créer un bot de liquidation n'importe où dans le monde et de pouvoir tirer parti de cet outil-là. Donc ça veut dire que partout dans le monde, même avec zéro,
Bon, bien sûr, il faut payer le coût d'exécution, mais vous pouvez liquider des positions à plusieurs millions, voire centaines de millions, quoi. Ce qui ouvre un champ des possibles qui n'est pas possible dans la finance traditionnelle. Impressionnant. Merci beaucoup. Oui. Tenez, je vous laisse vous passer le micro et passer alternativement vos questions. Ok, bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était top. J'ai une petite question, c'est pourquoi avoir mis un vote d'urgence dans le protocole? Première question, et est-ce qu'il y a d'autres protocoles qui ont mis en place cette fonctionnalité? Et deuxième question, est-ce que c'est rentable de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas des blacklists de wallets et au final l'argent il peut jamais les retirer ou jamais les reconvertir à autre chose? Voilà, merci. En fait, on met une fonction d'urgence dans le cas où on est impacté par une source extérieure. Donc, par exemple, dans le cas de Beanstalk, ils ont peut-être un système d'oracle. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher un prix suivant le prix qui est agréé à l'extérieur, donc sur un autre protocole. Et en fait, on peut, si le protocole se fait pirater ou manipuler et qu'on est dépendant de lui, on a une fonction de récupération d'urgence. Donc, c'est-à-dire qu'en général, ils mettent le protocole en pause temporairement, le temps soit que le protocole auquel on est dépendant résout le problème, et si c'est pas possible, on récupère les fonds pour les rendre aux utilisateurs. Et oui, donc pour la fonctionnalité de blacklist entre guillemets, enfin de ouais. Sur la question 2, en fait, comment ça se passe quand il y a des wallets qui sont connus pour avoir récolté des fonds résultant de hacks? Bon, déjà, ils sont définis, on peut les identifier, on peut les lister, et ensuite, après, il y a différents logiciels qui vont les intégrer et qui vont tout simplement les flaguer comme étant à risque. Par exemple, au screening, ils seront notés 10 sur 10, et ce qui permet aux wallets qui vont interagir avec cela de les interdire, ou en tout cas de refuser des interactions avec elles. Et donc, c'est aussi pareil sur des wallets qui seraient sanctionnés par l'OFAC. Il y a des listes de wallets adresses publiées par l'OFAC et qui sont intégrées aussi dans des logiciels pour permettre aux équipes de compliance de les refuser. Moi, du coup, une question. On a vu beaucoup de flash loans, effectivement, l'année dernière. Je me demandais la réponse des protocoles par rapport à ces flash loans, par rapport à ces exploitations. Qu'est-ce qu'elles ont été? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été déjà mises en place pour contrecarrer ces problèmes? Alors, bon, la question est très large parce que tout dépend aussi du protocole que vous êtes. Par exemple, nous chez Morpho, les flash loans vont être utilisés par les liquidateurs qui vont liquider des positions qui sont en mauvaise santé, on va dire, sur le protocole Morpho. Et en fait, du coup, les liquidations permettent de maintenir la bonne santé du protocole. Après, voilà, ça peut être utilisé aussi pour des hacks. Et là, il faut penser dès le début le design du protocole pour être flash loan résistant, on va dire. Donc, ça va, par exemple, si vous faites du calcul de taux d'intérêt on-chain, en fait, si vous êtes capable de déposer 1 milliard instantanément, vous êtes aussi capable de manipuler les taux d'intérêt instantanés. Donc, une manière, c'est de ne plus raisonner en instantané, mais en cumulé. Et donc, vous regardez les variations entre chaque bloc, et ça vous permet de ne pas être sur des valeurs instantanées qui peuvent être très, très manipulables. Après, pour des oracles, donc Esteban en parlait, par exemple, là, on veut avoir le prix d'un asset. Si vous prenez le prix courant sur, par exemple, à un moment, il y avait écrit Uniswap, qui est le plus gros en fait, DEX, donc Decentralized Exchange, où on peut trader des tokens dans tous les sens. Si vous prenez le prix à l'instant T, en fait, quelqu'un peut manipuler parce que le prix dépend, le prix de A versus B dépend de la quantité de A et la quantité de B. Donc, si vous êtes capable d'augmenter drastiquement la quantité de A, vous êtes capable aussi de drastiquement augmenter augmenter le prix de B, pardon, ou diminuer le prix de A. Et en tirer profit, par exemple, sur un protocole de lending. À tout hasard, comme ça, si vous manipulez le prix, eh ben, vous pouvez liquider des positions qui n'étaient pas liquidables au début. Et là, il y a des astuces qui sont, par exemple, on parle de time average
price, je me rappelle, TWAP. Il manque une lettre, mais bon, on s'en fiche. Où, en fait, ce que vous allez faire, c'est, au lieu de prendre le prix à l'instant T, vous allez prendre le prix à l'instant T, à l'instant T-1, T-2, T-3, et faire la moyenne. Après, c'est aussi sujet à des manipulations, mais je suis pas sûr que ce soit... on a intérêt à rentrer là-dedans. Je reprends votre propos, c'est-à-dire que dans ce que vous dites, dans la réponse à la question du public, c'est que lors d'une manipulation, qu'elle soit en attaque ou en contre-attaque, il y a à chaque fois la prise en compte d'une balance entre la valeur d'une monnaie, qu'elle soit crypto ou, j'allais dire, fixe, et le prix auquel elle va être tradée, comprenant un taux de commission, mais également un taux glissant de valeur à un instant qu'il sera variable par rapport à la décision que l'on aura prise d'effectuer l'action. Dans la majorité des cas, oui. On s'attend à un fonctionnement normal, mais avec les flash loans, en fait, on peut dérégler ces fonctionnements en mode normal. Oui, c'est-à-dire que pour le flash loan, effectivement, ce qui va permettre de dérégler cela, c'est son principe d'emprunt-remboursement qui, dès le départ, permet tout simplement l'action. Oui, c'est ça. Et d'une quantité qui est infiniment grande.